Alors, on poursuit avec Ike. Ike, quelle place occupe aujourd'hui la communication dans le leadership des organisations africaines selon toi? Ben, écoute, le sentiment que j'en ai et la pratique, c'est que la communication, comme je l'ai dit, est devenue stratégique. Elle est passée, elle est sortie des directions, elle est sortie de simplement cette logique un peu logistique. Mhm. Et elle est devenue très très importante. Pourquoi? Ne serait-ce que parce qu'il y a maintenant un nombre incalculable de messages qui circulent, des fois contradictoires, des fois mensongers. Mm. Et donc, faire toute la clarté est devenu un enjeu fondamental aujourd'hui pour les institutions. Alors nous, on est des communicants aujourd'hui, mais on le voit tous les jours. Aujourd'hui, on parle depuis le Gabon. euh, il y a des réseaux sociaux qui sont suspendus, il y a un certain nombre de questions qui émergent sur notre pratique, même notre usage même Usage, ouais. des Mhm. réseaux sociaux. Et donc, euh, les leaders, ceux qui incarnent une part de leadership, sont maintenant obligés de se saisir non plus simplement de la justesse du message, mais ils sont obligés de prendre en compte l'environnement, ils sont obligés de prendre en compte la vitesse, de propagation, et donc ils n'ont plus le recul qu'ils pouvaient avoir avant, et le temps, et puis surtout bah, le fait que aujourd'hui toutes les voix se valent quasiment dans les réseaux sociaux, et donc pour arriver à être pertinent, arriver à sortir du lot, eh ben, il faut quand même faire un travail de cohérence extrême. Alors, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, on n'y arrive pas toujours aussi, mais c'est devenu une exigence de plus en plus fondamentale. Oui, est-ce que tu penses que quand même, maintenant, après ce que tu as dit, est-ce que tu penses quand même que la place aujourd'hui qu'elle a, qu'a le leader, que la communication dans le leadership aujourd'hui est suffisamment reconnue? Est-ce que tu penses qu'elle est suffisamment reconnue? Bon, là c'est un autre débat. Mm. C'est un autre débat. Euh, elle est pas toujours reconnue parce que certains n'ont pas intérêt à la reconnaître. Mm. Je m'explique. Moi, j'ai une théorie. C'est une théorie peut-être un peu baroque. Je parle de ceux qu'on appelle les actionnaires du statu quo. C'est-à-dire, Mhm. il y a toutes ces personnes qui n'ont pas intérêt à donner beaucoup plus de place aux acteurs de la communication et qui font comme si ils pouvaient s'en passer, mais dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, ils viennent très rapidement en disant mais vous avez mal communiqué, mais il faut dire quelque chose, il faut qu'on communique bien. Et cette Ouais. urgence-là, elle arrive souvent parce qu'il y a des gens qui, au départ, je disais encore ce matin en parlant avec un ami, je disais, il faut arrêter de penser que la communication, on la met dans le wagon 10 ou 15 du train. Non, elle doit être dans la locomotive, j'ai envie de dire, dans le premier wagon. Au moment où Mm. tu prends Mm. la Elle décision, est elle doit aussi prendre transversale. en compte la Mm. dimension de communication, mais pas juste comme un aspect logistique. Maintenant, il y a un vieux débat, il y a ce débat, je pense que j'ai vu que Frédéric avait abordé un peu tout à l'heure quand il parlait un petit peu d'un de ses livres en disant bah, c'est de la com et tout ça. Il y a un peu cette banalisation, cette façon de dire non, mais ce sont que des communicants. Non, mais on réfléchit d'abord, et puis on apprenne les communicants. Après, ils vont venir nous ripolliner un peu tout ça, puis ils vont nous faire un petit truc un peu sexy, et puis on va diffuser. La réalité, c'est que c'est pas vrai, et que tu peux pas venir dire au communicant avec son petit seau d'eau qu'il va arrêter un incendie de forêt. Non. Il faut que tu prennes en compte cet élément-là dès le départ Ouais. et que tu l'intègres de manière stratégique. Donc moi, je plaide, par exemple, et c'est ce que j'ai fait dans ma pratique, c'est de dire, il faut que soit directement considéré comme un outil de gouvernance, mais fondamentalement comme un outil de gouvernance et plus comme une fonction logistique que l'on va loger dans un secrétariat général, Mm. on va loger avec une direction moyens généraux et communication. Non, ce n'est plus possible. Vu les menaces qui pèsent sur les institutions, vu la viralité, vu la fulgurance des attaques, Mm. on doit prendre en compte ces éléments-là. Mais c'est mon avis. Donc attention aux actionnaires du statu quo, toutes ces personnes
qui ont pour principal dividende d'empêcher la fonction communication d'évoluer jusqu'à un niveau stratégique. Alors, on avait Certainement. une question de Rennes tout à l'heure qui nous demandait, est-ce qu'il y a justement, selon vous, une communication stratégique propre au continent, propre à l'Afrique? Ouais, je peux répondre pour le coup, comme je suis le moins légitime pour le faire, Oui. mais et je donne une vision extérieure et puis Mm, comme ça, vous la compléterez. mm, Souvent, on me demande, je vais répondre à cette question, mais par une autre question qui m'est souvent posée. On me demande souvent des règles applicables pour tel type de communication, pour tel type de situation. Et ma mhm, réponse est toujours la même. C'est en fait la communication, c'est chirurgical, c'est mm. du cas par cas. C'est du Ça cas dépend par d'un cas. Mm, contexte, ça dépend d'un moment, ça dépend du sujet, ça dépend des parties prenantes. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une communication stratégique qui soit propre à un pays, à un environnement, à un continent, à une région. Il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui se croisent, il y a des choses qui se reproduisent, mais la communication, c'est toujours, et c'est aussi pour ça que c'est pas que de la logistique, c'est pas fournir, 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 mais c'est réfléchir, réfléchir, réfléchir pour s'adapter à un sujet, un sujet. à des cibles, à un Mm, contexte, à un environnement, à tellement de choses qu'il n'y a pas normalement deux communications qui se ressemblent. Et le même événement ou le même fait qui se passe aujourd'hui, ce matin et demain après-midi, peut-être aura une appréhension, une vision, un traitement qui sera différent. Je ne sais pas si c'est partagé ou nuancé par les autres panélistes, mais voilà ma réponse. Merci. Totalement partagé. Je Mhm, dirais que en fait, c'est plutôt des manières africaines de communiquer parce que du coup, on va s'appuyer sur les personnes qui veulent prendre la parole, mhm. sur l'importance de la culture locale. Donc, c'est pas une communication africaine, mais plutôt des manières africaines de communication, on peut dire. Mais de la même façon qu'elle serait asiatique, Oui, tout Asiatique, à sud-américaine, fait, tout à fait, européenne, totalement, tout à fait. totalement, et avec autant de multiplicité, de différences en Asie, en Europe ou en Amérique du Sud, par Exactement. exemple. Mm, exactement. mm, Je suis tout à fait d'accord, hein, donc, je partage cette logique. D'ailleurs, je me disais, euh, euh, l'Afrique, c'est le continent du luxe. mm, Et le luxe, c'est le sur-mesure. Et c'est pour ça que je pense que la communication africaine sera toujours quelque chose avec une élégance particulière, hein, parce que c'est tellement diversifié. C'est-à-dire que on a un continent qui est tellement diversifié que c'est impossible de faire toujours la même chose. Après, on a tous eu, plus ou moins, j'ai envie de dire, parce que euh, les mêmes outils dans les mains. C'est-à-dire quand on étudie, quand on fait nos parcours académiques, on nous met les mêmes outils dans les mains. Mais Oui. tout, tout est dans la dextérité de l'artisan. Mm, mm, Très bien. Tout est dans la dextérité de l'artisan. Le même outil, tu le donnes à Frédéric, il va pas le crafter, comme on dit, de la même façon que Chrisma ou que Dora ou que une autre personne, parce qu'il mm. y aura forcément une part d'insight, ce qu'il va Ouais. mettre de lui-même dans la communication. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que souvent, je suis un peu gêné quand je vais sur LinkedIn et que je vois des gens qui proposent des solutions avec des posts qui fonctionneraient partout pour tout le monde et tout ça. Je suis toujours un Mm, peu embêté parce que je me sens pas. euh, je me dis non, je me dis il y a un problème. mm. Alors, est-ce que c'est l'outil, c'est la plateforme qui fait ça, qui a une sorte d'ambition universelle? Mais moi, je suis définitivement pour le sur-mesure plutôt que pour le prêt-à-porter. Aller sur un exemple, moi je connais un groupe international qui a une approche très locale de la communication par pays. On ne pourra pas parler de communication africaine. On ne communiquerait pas dans ce groupe-là au Congo comme on communiquerait au Gabon parce que justement, comme je disais, avec tout dépend du contexte, des cibles, on adapte juste. C'est d'abord une science, la communication. Mm. Donc, depuis le moment où il y a une science, il y a des éléments génériques à sa À pratique savoir. et après, Mm, marché par cible, on l'adapte. Donc, il n'y a pas de communication africaine, il y a des manières africaines de communiquer comme il y a des manières gabonaises de communiquer. exactement. Merci beaucoup. J'espère que Ren a bien eu la réponse à sa question. Alors, on avait Jenabou qui avait posé la question suivante. Comment un leader de la communication peut-il concilier les exigences politiques institutionnelles avec nécessité d'une transparence citoyenne? Aujourd'hui, on est, je pense, à l'heure de la vérité, à l'heure de la responsabilité. Et pour moi, alors peut-être parce que je suis du métier, mais j'ai du mal à voir où serait en fait la difficulté.
Un discours, c'est une prise de position, c'est une décision d'aller dans une direction et de mettre en avant certains éléments. Mm. C'est pour ça que je pense qu'un peu plus tôt, Frédéric parlait du fait d'une vérité qui peut être un peu multiple, etc. Donc, un discours, c'est une prise de position. Donc, quand on a des exigences politiques, institutionnelles, elles vont s'imposer peut-être sur les types d'informations qu'on veut et qu'on peut, en fait, partager. Et à ce moment-là, la transparence, elle va se jouer sur la véracité des informations qu'on est autorisé à mettre en avant. Donc, je ne sais pas si ça répond à sa question, mais moi, je le taillerais comme ça. D'accord. Merci, Alors, Dora. je suis d'accord en théorie. Je suis d'accord en théorie. Pourquoi je dis ça? C'est que dans la pratique, que l'on soit dans un grand groupe international ou que l'on soit dans une institution publique, qu'elle soit politique ou purement administrative, il existe toujours un rapport de force interne, hein, et la politique institutionnelle, elle, elle se construit aussi au carrefour des ambitions des personnes qui l'incarnent, c'est-à-dire les leaders. C'est-à-dire que ce sont des êtres humains, ils ont un certain nombre de choses, ils veulent aller dans une direction plutôt que dans une autre, ils ont, j'ai envie de dire, des réflexes, une façon de voir le monde. Et la transparence citoyenne, c'est-à-dire, alors c'est bien, c'est vrai, on dit, c'est une formule qui a l'air très intéressante comme ça, mais dans l'absolu, les entreprises ne peuvent pas tout dire tout le temps pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Et des fois, notre boulot à nous, c'est de hiérarchiser l'information, de définir aussi le meilleur moment pour la donner, pour qu'elle soit, pour qu'elle produise. Alors quand tu es dans une institution, euh, tu as aussi des objectifs. Et ces objectifs, eh ben, ils déterminent aussi ce que tu peux dire ou pas. Parce que bah, dire certaines choses ne, ne- ne peut desservir à un moment ou à un autre. Le plus difficile, c'est ce que disait Frédéric, c'est arriver à ne pas mentir. Arriver à dire une vérité ou la vérité jusque dans une certaine mesure. Hein. Moi, j'ai envie de dire que dans mon passé récent, j'ai été confronté, mais alors pour le coup, vraiment très violemment, à jusqu'où tu peux aller dans la transparence. Qu'est-ce que tu peux dire? Et derrière, il y a aussi, et je plaide beaucoup pour ça, il y a la responsabilité du communicant, de la même façon qu'il y a la responsabilité du leader. On est souvent des conseillers. On dit, voici ce qu'il faudrait dire. Mais souvent, on est aussi amené à dire, si on dit ça, il va se passer ça. Est-ce que vous êtes prêt à l'assumer ou pas? Alors des fois, tu as gain de cause, parce que des fois, tu te dis, dans le cadre, par exemple, de la communication de crise, bah voilà, disons ça, disons ça, disons ça. Et puis il y a quelqu'un qui dit, non, mais ça, on ne peut pas le dire. Et là, comment tu fais? Le citoyen, lui, il te dit, non, mais dis-moi tout. Mais je ne connais pas un environnement, bon, peut-être dans les grandes démocraties scandinaves, où quand même ils ont poussé le bouchon de la transparence très loin, mais je ne pense pas qu'en Afrique, on soit tout de suite prêt à tout dire et que ce soit forcément toujours une bonne chose d'être totalement transparent avec tout le monde. Je ne suis pas convaincu de ça. Je pense qu'il faut qu'on mette plus de transparence, mais alors est-ce qu'il faut être totalement transparent? Je ne suis pas certain. Je pense effectivement, comme vient de le dire Ike, la question de la transparence, c'est presque une question philosophique qu'on pourrait retrouver dans des grands examens. Faut-il être transparent? Et cette question, on peut lui proposer énormément de réponses. Ike a fait référence à un de mes propos que je ne me souvenais pas avoir tenu là ici tout de suite, mais qui est effectivement un de mes propos où je répète à l'envi, alors notamment en communication de crise, mais ça s'applique à toute la communication finalement. Je rappelle et je redis en permanence que pour moi, un communicant ne doit jamais mentir. Mentir n'est pas une option, mais on n'est pas obligé de tout dire. Et je pense que peut-être c'est en partie ce qui fait la différence entre ce que devrait être le travail d'un journaliste et ce que doit être le travail d'un communicant, c'est que le journaliste est supposé donner
tous les éléments d'information de contexte qui peuvent permettre de connaître, comprendre un sujet, laissant chacun se faire son opinion, alors que le rôle du communicant, c'est plutôt d'attirer la lumière sur un contenu, sur une partie d'un sujet, celui qu'il veut valoriser, celui qu'il a besoin de défendre, sans nécessairement donner tous les éléments de compréhension ou tous les éléments qui concernent ce sujet-là. Mais mentir ne me paraît pas être une option, d'abord par honnêteté intellectuelle, mais par intérêt business ou politique, suivant où on se trouve. Parce qu'aujourd'hui, et à l'heure des réseaux sociaux notamment, en fait, tout mensonge va très très vite, peut très très vite être pris en flagrant délit. Et quelque part, on va venir nous-mêmes alimenter la crise ou alimenter des attaques contre nous juste par notre propre communication, alors que notre métier, c'est justement l'inverse, de valoriser, de promouvoir, de protéger ou préserver. Et donc, si nous sommes à l'origine des attaques négatives et de notre propre disqualification de nos personnes, de nos dirigeants, de notre organisation, alors on fait l'inverse de ce qu'on devrait faire. Ne jamais mentir, mais par contre, on n'est pas obligé de tout dire. Et pour risquer de paraphraser Ike, parce qu'il l'a très bien dit, mais après, c'est aussi une question d'évaluation. Est-ce que c'est le bon moment de dire telle ou telle chose? Est-ce que c'est utile? Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Est-ce qu'il est utile de blesser quelqu'un gratuitement juste pour lui dire la vérité, alors que finalement, il n'y a aucune raison de lui partager une information? C'est comme dans une relation humaine, ça doit s'apprécier et se doser. Mais le mensonge reste la plus mauvaise des options, de mon point de vue. Alors, on passe maintenant à justement l'influence, l'influence. Et là, je donne la parole à Dora et je te demande, Dora, comment se construit aujourd'hui l'influence dans un environnement africain de plus en plus digitalisé? C'est vrai que tu en as un peu parlé tout à l'heure. Si tu peux me donner ton avis sur cette question-là, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Alors, je vais faire un parallèle. Permettez-moi le parallèle de la petite fille d'agriculteur, d'une fille du Nord. Alors, pour moi, l'influence se construit comme une cabosse de cacao. Et je m'explique. C'est une construction par couche et chaque couche est importante. La première couche, c'est la cabosse. Donc, elle représente la crédibilité. C'est ce que les gens vont voir en premier et elle se doit d'être solide. Donc, ensuite, on va avoir la pulpe. Donc, la pulpe, c'est l'expérience. Ce que les gens vont vivre à votre contact. Et le dernier, c'est les fèves, le cœur du cacao, donc le cœur de la cabosse, qui là renvoie pour moi à la communauté. Pas l'audience, pas les followers, la communauté. Une communauté qui s'engage, une communauté qui co-crée, une communauté qui va porter votre message avec vous. Parce que selon moi, l'influence n'est plus verticale, elle est collective. Moi, je prends des exemples. Pour moi, je suis Oui. totalement d'accord avec toi. Je prends des exemples des groupes que j'ai pu voir évoluer autour de moi. Mhm. Quand un groupe financier construit une école de formation au métier de la banque, tu vois, crée une communauté qui demain parlera d'elle. Quand un groupe audiovisuel s'active dans la formation des acteurs audiovisuels, des acteurs, des réalisateurs, pour créer une sorte de vivier qui demain va participer justement à son développement, à créer une communauté qui est une porte-voix de son action sans qu'elle-même la marque n'ait à communiquer. Donc vraiment, je suis totalement d'accord avec Dora sur le fait qu'effectivement, il y a l'expérience, il y a d'abord la crédibilité, l'expérience et l'engagement qu'on crée autour de ça. C'est vraiment quelque chose, et Chris Mal disait, l'expérience, c'est quelque chose qui s'ancre dans le temps. Mm. Hein. Donc C'est il une y a toujours... maturation. C'est une Voilà. maturation. Tu deviens pas influent comme ça Ah, tu en une m'étonnes. minute. Mm. Hein? Mm. Ça prend un certain temps. Ça prend Et du c'est temps, pour ça ça prend de que, la cohérence. voilà, c'est pour ça que certains peuvent être célèbres sans être influents. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a aussi cette capacité à, à créer du sens qui est reconnu par une communauté. Et cette logique même de création de sens, hein, elle, elle se fait aussi par, j'ai envie de dire, par accumulation, goutte après goutte, action après action, hein, de proche en proche. Et on crée ce sens commun qui fait que les gens sont d'accord sur les diagnostics que tu poses ou sur la façon dont tu vas adresser un sujet ou un autre. Donc,
pour moi, au cœur de la logique d'influence, il y a la logique d'accumulation et l'idée de la génération d'un sens qui est reconnu par d'autres. Alors je sais pas, peut-être que je suis un peu trop conceptuel, mais enfin, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Moi, j'aime bien revenir sur les basiques parce que Mm. souvent on extrapole, c'est pas ce qui a été fait avant, hein, c'est parce que je ne dis pas que c'est ce qui a été fait avant, mais ça permet aussi à tous celles et ceux qui nous écoutent de bien se remettre les idées en place. Et je pense qu'il est important de se rappeler qu'il ne faut pas confondre popularité, notoriété et influence. Influence. Mm. Pour moi, la popularité, c'est une valeur quantitative. C'est on est connu du plus grand nombre. Mais le fait d'être connu du plus grand nombre n'est pas une valeur en soi. En tout cas, ça se limite à une valeur quantitative. La notoriété, à l'inverse, c'est une valeur qualitative. C'est-à-dire qu'on est reconnu pour une compétence, reconnu pour une expérience, pour une expertise. Et pour boucler, l'influence, moi, je la vois comme une valeur ajoutée et ça me permet de synthétiser ou paraphraser ce qui a été dit avant, c'est le cumul de toutes ces valeurs qui fait que quand on est influent, on joue un rôle, on joue un rôle particulier et notre parole, elle est entendue, reconnue et elle va avoir un impact, ce que n'est pas forcément la popularité ou la seule notoriété. Super. Donc, une valeur ajoutée. Ouais, ouais. Ben, je te donne toujours la parole. Justement, on va aborder la question des réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'ils ont profondément transformé les mécanismes d'influence en Afrique, justement? Alors, ma réponse, c'est oui, j'ai envie de dire oui, Mhm, et j'ai aussi envie de dire, comme partout dans le monde en mm. réalité. Alors ce oui mérite d'être un peu développé Oui, parce que c'est pas si simple. Et si tu me permets, je vais essayer de développer pour avoir une pensée un peu organisée et structurée. Je pense que les réseaux sociaux, ils ont à la fois augmenté l'influence, mais ils en mhm, ont aussi changé la nature, les acteurs et les règles du jeu. Les réseaux sociaux, pour moi, ils marquent la fin du monopole des élites sur l'influence. Avant, l'influence, ça ouais, passait essentiellement ou quasiment exclusivement par des institutionnels. Les États, les médias publics ou privés, les élites politiques, économiques, parfois aussi scientifiques, culturelles. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont complètement ouvert le jeu. Ce sont des influenceurs, ce sont des activistes, ce sont des journalistes indépendants. C'est aussi un accès direct à des millions de citoyens sans intermédiaire. Donc, il n'y a plus de filtre. Et c'est aussi la montée d'un contre-pouvoir numérique. Donc, le résultat, c'est l'influence n'est plus verticale, elle devient horizontale et fragmentée. Les réseaux sociaux, ce sont devenus des acteurs d'influence à part entière, investis par des individus et non plus par des organisations ou des institutions où le pouvoir établi. Première conséquence, c'est l'accélération massive de la diffusion des idées. L'explosion des usages change l'échelle en réalité. Aujourd'hui, ce sont des centaines de millions d'utilisateurs. Je crois que c'est plus de 255. Alors, est-ce que c'est millions? Oui, c'est millions sur Facebook. Enfin, ça me paraît pas beaucoup, mais milliards, ça me paraît beaucoup. Je suis perdu avec les chiffres. En tout cas, c'est une explosion de l'échelle des interlocuteurs. Et c'est aussi une croissance rapide liée au mobile et au coût des données. Les conséquences, c'est que l'influence, elle devient instantanée, elle devient virale, et on l'a évoqué au début de nos échanges, elle devient émotionnelle. Et un message, il peut déclencher une mobilisation en quelques heures, il peut créer une crise politique, il peut oui. aussi imposer un récit dominant très rapidement, quand d'autres institutionnels ont pu passer des années ou en tout cas des durées très longues à essayer de créer des récits. Mm. Donc mon sentiment, c'est que les réseaux sociaux, ils participent à la transformation du jeu politique. Je pense, et vous me le confirmerez ou pas, ou vous nuancerez mon propos, que les réseaux sociaux, ils participent à reconfigurer la politique, et notamment la politique africaine, peut-être sur trois axes. La communication directe avec les citoyens, Mhm. les leaders contournent les médias Les traditionnels. médias Il y a traditionnels, de, ouais. Mm. il y a de plus en plus de campagnes électorales qui sont digitalisées. La mobilisation, elle est populaire, les mouvements citoyens, les protestations, les hashtags, avec un engagement accru aussi de la jeunesse qui est très connectée et qui était peut-être moins sensible à la question politique ou en tout cas moins visible dans sa perception de l'intérêt politique. Et ça donne aussi, ou ça fait entrer dans une guerre informationnelle
parce que ça ouvre la porte à la propagande numérique, à des campagnes d'influence internes et externes. Je veux dire ensuite qu'on observe, je pense, une explosion des nouvelles formes d'influence. L'influence par les individus, c'est-à-dire les créateurs de contenu, les leaders d'opinion locaux, la diaspora, les diasporas même, qui sont très importantes et qui jouent un rôle euh, fort et qui les rendent présentes localement, alors qu'avant, le principe de la diaspora, c'était justement de ne pas être présente localement. L'influence par les communautés, à la multiplication des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, les réseaux militants, les réseaux identitaires. Donc, les communautés se multiplient et s'organisent. Et puis aussi l'influence des algorithmes avec l'amplification de certains contenus ou la mise à l'écart de certains contenus et les logiques d'engagement et les logiques de vérité. On a évoqué cette question des vérités scientifiques et des vérités alternatives. Donc l'influence, elle devient moins institutionnelle, elle devient plus émotionnelle, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, et elle devient aussi souvent communautaire. Ceci dit, l'influence est évidemment aussi utilisée par les institutionnels eux-mêmes et les politiques qui, eux aussi, rentrent dans le jeu. C'est pas parce qu'on est un institutionnel qu'on se contente de faire de la communication institutionnelle. On fait aussi maintenant de la communication d'influence et donc ils sont devenus aussi partie prenante de cette communication. Il y a un revers à la médaille. Le revers de la médaille, c'est une désinformation massive. Ce sont les fake news politiques, sanitaires. C'est la manipulation, parfois aussi orchestrée par des acteurs étrangers qui défendent des intérêts, qui veulent pousser certains intérêts, qui veulent manipuler certains pouvoirs ou jouer un rôle sur des territoires sur lesquels ils n'ont aucune légitimité. C'est une polarisation avec des bulles informationnelles où on reste concentré et enfermé dans des informations au lieu d'avoir l'esprit qui puisse être ouvert par d'autres données, d'autres informations. Évidemment, malheureusement, j'ai envie de dire, et c'est certainement pas limité à l'Afrique, je crois que c'est le monde entier qui en souffre, une radicalisation des opinions. Oui. C'est-à-dire que, et on a beaucoup évoqué déjà, je crois Dora l'a fait notamment, la question des émotions, mais là, on pilote les gens par l'émotion et non plus par la réflexion, et donc ça porte à cette radicalisation. Et puis ça met aussi une pression sur les médias, parce que ça crée une grosse concurrence avec les journalistes et donc avec les professionnels de l'information, et ça met en doute la crédibilité. Parfois des sources traditionnelles. Peut-être que je suis un peu long, donc je vais peut-être passer sur les enjeux géopolitiques, mais si je peux conclure, donc oui, les réseaux sociaux ils participent à transformer les mécanismes d'influence en Afrique notamment, en faisant passer l'influence d'un système très contrôlé à un système parfois chaotique, en faisant passer l'influence d'un modèle institutionnel à un modèle très décentralisé, à une logique plutôt lente, plutôt construite, plutôt réfléchie, à une logique plutôt virale et parfois très instantanée, à un pouvoir visible, à un pouvoir qui est à la fois diffus et parfois très opaque. Donc ceux qui maîtrisent les codes numériques, la narration, la viralité, les réseaux, dominent désormais l'influence, et ce ne sont pas forcément ceux qui détiennent le pouvoir formel ou institutionnel. Alors, du coup, Frédéric, opportunité ou risque selon toi, les RS? Les deux. Les deux. Les deux? Les deux. D'accord. C'est opportunité d'expression, opportunité démocratique, opportunité de toucher l'ensemble de ces cibles, mais risque aussi d'être désavoué, de la désinformation, de la manipulation interne comme extérieure. Donc, il faut aussi savoir dompter et dompter cette influence et ces réseaux sociaux. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton partage. Je vais enchaîner parce que sinon, on n'aura pas assez de temps. Alors là, je me retourne maintenant sur l'aspect purement réputation, parce que nous avions trois piliers. Donc, sur l'aspect réputation, je donne la parole à Dora. Dora, qu'est-ce qui fonde finalement aujourd'hui la réputation d'un leader ou d'une organisation en Afrique, selon toi? Donc, ce que je disais, c'est qu'on l'a déjà dit, mais je vais peut-être commencer déjà par redire que, en fait, aujourd'hui, la réputation d'un leader ne lui appartient plus. Elle appartient à ceux qui le vivent, en fait. Donc, une fois que ce fait est installé, on peut maintenant rajouter le fait qu'elle va reposer sur trois éléments.
Mhm. la perception, c'est-à-dire que l'image qu'on va avoir de vous, votre posture et puis la clarté de votre discours, l'expérience, donc la manière dont vous traitez les gens, la qualité de vos interactions, parce que finalement, ça va être l'expérience qui va confirmer ou qui va infirmer votre discours. Et puis, le dernier point, ça va être l'impact. Quel est l'apport réel, le changement réel que vous apportez à votre communauté, à la société, à votre pays au sens large? Et c'est dans ça, je pense, qu'on peut construire une réputation durable. Merci Dora. Ike, peut-être quelque chose à ajouter ou à rebondir peut-être sur les propos de Dora. Je suis 100% d'accord avec ce qu'a Mhm. décrit Dora. Je veux juste rajouter un élément, c'est que les réputations que l'on a aujourd'hui sont de plus en plus fragiles. C'est-à-dire que la violence des attaques, on en a parlé, on a évoqué l'hystérisation de la communication, mais il y a aussi le fait que c'est de donner du temps, et du temps long. C'est-à-dire que je me rappelle encore, vous savez, on passait devant tu achetais Levi's, on te disait Levi's depuis 1900, je sais plus combien. euh, euh, tu vas chez Paul, c'est Paul depuis 1889. Hein. Et donc, cette réputation, elle s'est inscrite sur un socle qui est, mais pour le coup, euh, tellement fort, à la fois historique, humain, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont passées dans ces institutions, qui ont chacune investi dedans, et d'ailleurs on parle maintenant de capital réputationnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose, il y a certains qui disaient, bon je ne suis pas encore sûr que ce soit généralisé, mais que ça rentrait même dans le bilan des entreprises, quand on les achète et qu'on les vend, il y a cette notion de réputation. Mais les réputations aujourd'hui sont tellement facilement brisées que ça en devient effrayant. Et c'est pour ça que je disais que les communicants sont de plus en plus des pompiers et ils jouent de plus en plus en défense parce que la première chose, avant même d'aller conquérir de nouveaux clients, on te dit fais tout pour garder ce que tu as là. Hein, fais tout pour protéger ta réputation. Et donc, des fois, ça te rend tellement prudent que les gens ont l'impression que ça bouge pas. Mais ce capital réputationnel est devenu d'une volatilité tellement effrayante que je ne sais pas si Frédéric fera un jour un livre dessus, mais l'angoisse des communicants. Hein, J'en parle déjà parfois, voilà, c'est-à-dire que, sans y consacrer un livre entier. voilà, mais je veux dire, on n'est plus des gens détendus, on est des gens, on sort d'une crise et on met tout en place pour pouvoir résister à la prochaine crise. C'est-à-dire que là où on construisait des briques. Hein, on parlait de marque, on parlait d'un certain nombre de choses. Eh ben aujourd'hui, on construit aussi des digues. Hein. Et cette modification fait qu'aujourd'hui, on est des architectes un peu particuliers. Hein, on est des architectes de la crise, de la confiance aussi. Mais cette confiance, elle s'appuie vraiment sur des éléments de plus en plus fragiles. Et moi, c'est quelque chose qui me hante. Et quand je parle avec mes clients ou avec des leaders, euh, ils ont envie d'exister, mais ils ont surtout peur de disparaître. Et ça, c'est quelque chose qui me travaille aussi d'un point de vue humain. C'est comment je fais pour exister sans disparaître. Donc, je m'affirme, il y a un certain nombre de choses. Alors, il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont les solutions, mais euh, je pense que cette angoisse, elle est réelle et que les communicants aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, alors c'est formidable, hein, c'est une opportunité magnifique, on a plein de choses et tout ça, mais tu sais jamais d'où ça peut venir. Tu sais jamais comment est-ce que ça va. Avant, bon, j'ai envie de dire au Gabon, tu savais que si c'était pas passé dans l'Union et que c'était pas passé à la RTG, personne ne va croire. Mais aujourd'hui, quelqu'un assis dans son truc à l'autre bout du fin fond de la France dit une phrase, et pourtant il est pas au Gabon, hein, mais il dit une phrase et il met le mot Gabon, et
l'affirme de manière un peu péremptoire, avec un peu plus de force et avec plus ou moins de talent, mais les autorités se sentent obligées de répondre. Sans quoi ça crée quelque chose. Et donc, je pense que c'est aussi l'extrême fébrilité, l'extrême fragilité des réputations aujourd'hui. Alors, on a Lady qui nous dit: Bonjour à tous, merci pour cette belle discussion. J'aimerais avoir vos retours sur un point. Comment gérer efficacement les contraintes budgétaires lorsque les attentes ou les objectifs dépassent le budget disponible? J'ai envie de dire qu'il faut provisionner, Mhm. c'est-à-dire ou se préparer à réellement pouvoir prendre la parole quand on est en capacité de réellement pouvoir déployer sa stratégie de communication en totale adéquation avec ses objectifs. Ou il faut peut-être faire un arbitrage, Mhm. c'est-à-dire faire un exercice de hiérarchisation pour pouvoir peut-être Action. évoluer Mm. objectif par objectif plutôt que de tous les adresser en même temps. Alors, on a également Anka qui nous demande: est-ce que l'influence en Afrique repose davantage sur la crédibilité communautaire que sur la notoriété? La question était purement africaine, mais la réponse ne l'est pas nécessairement. Oui. En fait, on peut s'appuyer sur la crédibilité d'une communauté, on peut s'appuyer sur la crédibilité d'une personne. En fait, tout va dépendre de la situation du sujet. Donc, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de règles et Mhm. qu'il faut s'appuyer sur la bonne crédibilité et choisir celle qui nous paraît être la bonne au bon moment en Au fonction bon du sujet. moment. Mhm. Mhm. Ouais, Oui. ouais, j'ai peut-être quelque chose à dire sur cette question de la crédibilité communautaire, parce qu'en fait, elle renvoie aussi, pour le coup, à la manière dont on a, entre guillemets, utilisé les communautés. Hein. Mm. On a souvent évoqué ça, et les premiers à s'être saisis du fait communautaire, c'était d'abord les politiques. Hein, qui ont commencé à se dire, bon voilà, il faut que j'ai une communauté, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui disent que je suis légitime, et une fois qu'elles ont dit que je suis légitime, tout ce que je dis a une certaine forme de crédibilité. Mm. Alors, est-ce que la crédibilité, c'est l'influence? C'est une composante, bien évidemment, mais moi j'ai le sentiment que des fois on a un peu trop tiré sur la corde, on a trop utilisé ça. Et donc, on a donné de la crédibilité à des gens qui ne disaient rien, juste parce qu'ils avaient une communauté derrière eux. Mm. Et euh, quand on fait ça, eh bien, c'est comme si vous veniez et vous disiez à quelqu'un, euh, comme tu es de ma communauté, Mhm. je suis par avance d'accord avec tout ce que tu vas dire et avec tout ce que tu vas faire. OK. Mm. Et je pense que la nouvelle génération, hein, ceux qui sont un peu plus jeunes que nous aujourd'hui, bah, eux, ils sont plus dans cette logique-là. Ils sont plus dans la logique de parce que tu es de telle communauté ou de telle communauté, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sportive, qu'elle soit, je sais pas moi, Culturel. culturelle ou ethnique. C'est pas parce que tu fais partie de ma communauté et que tu es reconnu comme ayant une certaine forme de leadership que Mm. ça veut dire que je suis d'accord et que pour moi, tu es une personne légitime. Mm. C'est encore une fois la cohérence totale entre ce que tu vas dire, ce que tu Ce vas que tu vas faire faire. et ce que l'on va constater. Parce que des fois, tu peux faire sans que ça se voit, Mm. tu peux dire sans que ça s'entende, Mm. mais il y a aussi cet élément, je ne sais plus si c'était Dora qui parlait de cette notion de la La perception, perception. Mm. qui est aussi quelque chose de super important chez nous. Et quand je dis chez nous, je parle dans les Afriques ou en Afrique, euh, on aime quand c'est concret. Hein. Faut qu'on voit, il faut qu'on touche. Hein, le concept, la philosophie, les trucs, c'est bien, mais nous, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'important que d'interroger aussi cette notion de crédibilité communautaire. Mhm. Hein. Euh, et c'est vrai que la question de l'influence, elle est vraiment aussi directement impactée par la façon dont on construit les crédibilités. Moi, je me suis beaucoup interrogé sur la formation des convictions. Comment est-ce qu'on arrive à croire, à être convaincu de quelque chose? Mm. Intéressant.
comment est-ce qu'on fait fondamentalement? Est-ce que c'est parce que le même message est répété que je suis convaincu? Est-ce que c'est parce que les arguments sont bien articulés? Est-ce que c'est parce que j'ai une proximité avec la personne qui le dit que je suis convaincu? Donc c'est vraiment une question. Pourquoi? Parce que je pense que le niveau moyen, euh, euh, j'ai envie de dire, d'intelligence et d'information a beaucoup augmenté. Et je pense que les politiques sont aussi dans cette difficulté-là. Ils ont de plus en plus de mal à driver les masses, à Mm, convaincre de manière générale, hein. Et on voit dans tous les pays une désaffection pour le vote, une ouais. désaffection pour le politique, alors que dans le même temps, les gens sont de plus en plus engagés politiquement. C'est-à-dire qu'ils sont hyper. J'ai lu quelque chose sur quelqu'un qui parlait de l'hyperpolitique, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus interrogés, conscients Ouais. de l'importance d'un certain nombre de politiques. Mm, Mais dans le même temps, ils se détournent, mais alors, totalement des acteurs politiques, des acteurs partisans, mm. des structures partisanes. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire, et là c'est une question philosophique, hein, comment est-ce qu'on arrive à faire destin commun alors qu'il y a ce hiatus, qu'il y a cette distance? Voilà, je pense que voilà. Merci. Mais Merci, Ike, Ike. Oui, je me permets oui. un petit complément. Non, enfin, non pas que c'était pas complet, mais une information supplémentaire plutôt, pardon. C'est un élément de réponse à ta question sur qu'est-ce qui participe à fabriquer les croyances. N'oublions pas la technologie et les algorithmes et Absolument. certains algorithmes qui font qu'à partir du moment où on détecte ton système de pensée, on ne va t'alimenter que Que de... d'informations qui répondent à ton système de pensée et non pas qui lui permettent de réfléchir avec des avis différents. Et du coup, on t'enferme dans ta propre pensée. Des biais de Et confirmation, comme on le disait. ouais, c'est vraiment un des mots de notre époque, quoi. Mm, mm. Mhm. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Chrismin est de retour. Chrismin, peut-on encore maîtriser finalement, à l'ère du digital, sa réputation? Est-ce qu'on est plutôt dans la maîtrise ou on serait plutôt dans la gestion, selon toi? Je pense que non, on peut pas forcément maîtriser, ou pas totalement, on peut pas maîtriser sa réputation. Puisque aujourd'hui, comme je disais, les marques sont digital first, les prises de parole sont régulières. Mhm, Les réseaux sociaux, on ne peut pas contrôler ce qui se dit, surtout quand on ne fait pas de veille et de réputation. Mais par contre, on peut contrôler ce qui construit cette réputation, la mhm, qualité du produit, l'expérience client, les engagements justement de la communauté qui collabore autour de la marque. C'est parce que justement, on aura créé ces garde-fous mhm. on est sûr qu'effectivement, les risques d'une mauvaise réputation sont pratiquement maîtrisés, même si totalement on ne peut pas se dire Voilà. qu'on dort sur ses lauriers. Voilà. Ouais. Il y a des clubs de presse, il y a des entreprises qui ont des clubs de presse. Je connais des entreprises qui ont des fan clubs sur les réseaux sociaux, une sorte Mm. d'ambassadeurs. Justement, à chaque fois qu'il y a une information négative, vient répondre positivement pour faire un peu un contrepoids à ce qui se dit. Ouais, Et la ce type de balance. politique, Oui. Alors, Ike, du coup, je reviens vers toi. Là, on est vraiment dans l'aspect leadership de notre webinaire. Un leadership africain doit-il nécessairement être un bon communicant pour être crédible? Ça, cette question. OK. Je, je, je crois pas. Je pense que non. Mm. Euh, un bon leader n'a pas forcément besoin d'être un Un bon bon communicant. communicant. Par contre, il a besoin de lisibilité. Mm. Et- il a besoin qu'on comprenne ce qu'il veut dire, simplement. Ah, il n'a pas besoin de faire des envolées, d'être, comme on dit, un bon tchatcheur, hein. Mais il a besoin de lisibilité, il a besoin de cohérence. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui détruit le leadership, c'est quand il y a cette rupture, hein, quand il y a cet écart, ce gap abyssal entre ce que tu dis et ce que tu fais, ce que tu dis être et ce que tu es et que les gens peuvent constater, hein. Moi, je regarde souvent un peu les Américains parce que des fois, ils sont un peu sont excessifs Mm. dans certains aspects. Ils affirment souvent très très fortement avec vraiment des moyens, ils arrivent à industrialiser, hein. Et aujourd'hui, quand on regarde la façon dont les leaders doivent s'engager, mais
ils doivent être tellement alignés, ils doivent faire attention à tellement de Absolument. choses, hein, parce que, bah, par définition, non seulement ça va se savoir par plus de personnes, mais beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de détails. Et derrière, il y aura encore plus de commentaires. Là où avant, comme on disait, bah, c'est l'Union, c'est la RTG, c'est ces trois choses-là. Quand ces trois personnes-là n'en parlent pas, c'est comme si ça n'existait pas, en fait. Mhm. Et donc, Mhm. c'était beaucoup plus facile de mettre un couvercle sur un certain nombre de déviances, d'attitudes, mais en même temps, le leader lui-même, il doit faire attention à beaucoup plus de choses. Je vois dans la politique américaine, les journalistes d'investigation américains, ils sont très très forts, américains et puis britanniques aussi, hein, euh, pour aller fouiller jusque dans ton passé, pour prendre la photo de toi quand tu étais à une beuverie à tes 17-18 ans, pour dire que non, il n'est pas, comme disent les Américains, unfit for the office. Mhm. Donc, Mhm. euh, ça va loin. Ça va loin. Ça va chercher loin. Ouais. Ça va loin. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, je ne porte pas de jugement, mais je Mhm. constate simplement que c'est un phénomène qui est de plus en Toujours plus plus important. grandissant. Mhm. Et aujourd'hui, les marques, mais les marques en Afrique, euh, ne sont pas encore au même niveau de sensibilité sur certaines choses, même si c'est en train de monter, hein, je suis d'accord avec ce que dit Dora, c'est en train de monter par la puissance des réseaux sociaux. Mhm. C'est-à-dire que tu ne veux pas le dire, tu peux arriver à empêcher que ça apparaisse dans un journal, tu peux arriver à empêcher que ça passe à la télé, mais tu n'empêcheras pas que ça sorte sur TikTok ou sur Tout à Facebook ou fait. Mhm. sur voilà. Et les lanceurs d'alerte, on voit tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur la force qu'ils ont Mhm. grâce aux réseaux sociaux aussi. Je connais moins le contexte africain, ça ne semble pas être le cas. Et en France, même si les choses sont en train de vraiment évoluer, Mhm. je vois par exemple que un homme politique qui aurait plein de maîtresses il serait presque vu comme un héros, ou dans le passé était presque vu comme un héros. Alors qu'évidemment, aux États-Unis, Ah, une ouais, maîtresse, et c'est presque la mort politique. Mais Mhm. je parle pas d'agression ni de crime, hein. Je parle Mhm. juste de relations consenties entre adultes consentis. Mhm. Mais voilà, il y a quand dans le monde anglo-saxon, il y a un jugement moral extrêmement sévère Ouais. et radical et définitif, chez nous, il y a presque une transformation dans une forme d'héroïsme, même si les choses ont beaucoup évolué ces derniers temps. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait Mais la d'accord. sphère privée reste quand même plutôt relativement aussi protégée, y compris par les médias et y compris par le droit d'ailleurs. Parce Mhm. qu'effectivement, on peut se protéger, mais on pourrait retrouver un couple illégitime en public sur TikTok. Sauf que du point de vue de notre droit, ce couple a des droits et peut les faire respecter et n'a pas à être exposé Mhm. sans son consentement non plus. Exactement. Absolument. Alors, Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. on s'achemine tout doucement vers la fin. Dora, je reviens rapidement vers toi, toujours sur le leadership. Quel conseil aimerais-tu donner là, comme ça, à la nouvelle génération de leaders africains qui nous regardent, qui nous écoutent? Alors, à la nouvelle génération de leaders africains, je dirais que votre communication n'est pas un outil, c'est une responsabilité. Mhm. Et cette responsabilité, elle va reposer sur trois éléments. Mm. La première chose, c'est que vous devez construire votre récit avant votre image. Vos prises de parole, vos actions doivent être alignées avec qui vous êtes. Enfin, en Mm. termes de marque, on parlait d'ADN. Ensuite, vous devez rester cohérent, même quand c'est difficile, parce que la crédibilité se construit pendant les moments de tension. Mm. Et le dernier, ça va être maîtriser votre présence digitale. Ce que vous publiez vous précède, ce que Bien vous sûr. effacez Mm. vous poursuit. Donc, dans un monde où tout est amplifié, Mm. assurez-vous que, basiquement, ce qui est amplifié est aligné avec la personne que vous êtes vraiment. Donc, je pense que le futur du leadership africain, Mhm. il va appartenir à ceux qui savent raconter, incarner et assumer leur vision. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dora, je prends quelques questions avant le tour de table, hein, avant le tour de table, si je peux le dire ainsi. Euh, on avait une question de Sibylle. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les leaders africains font
en fait, hein, en communication aujourd'hui, que vous avez pu un peu observer? Prendre un peu, je pense que Ike l'a dit un peu plus tôt, Mm. c'est qu'ils ne prennent pas la communication comme un véritable levier, un levier Mhm, de développement, un mhm. levier de confiance. Ils traitent souvent la communication comme un élément accessoire qui Mm. vient un peu comme une petite cerise Ouais, sur un gâteau, alors que c'est un élément qui est essentiel. Pour moi, c'est la plus grosse erreur que erreur. je constate Mm. sur le terrain. D'accord. Quelqu'un Si je d'autre? peux si Oui, je peux me oui. permettre, Mhm. c'est une erreur globale qu'on retrouve partout. Ouais. C'est pas du tout une erreur qu'il faut étiqueter avec une géographie. C'est pas du tout propre à l'Afrique ou au Gabon. C'est une erreur qu'on trouve absolument partout, chez Mm. certains, pas Mm. chez d'autres. Mais je vois Exactement. souvent dans mes interventions, notamment quand je me déplace, où les gens disent ah oui mais nous dans notre pays on n'est pas capable de faire ça, on est moins bien, on est moins fort. Mais non, non, et à chaque fois je réponds mais non non, c'est pas propre à un pays, c'est quelque chose de global. Donc il ne faut Ouais, pas non plus se flageller. Le sujet est bien réel, ouais. mais il n'est pas la propriété d'une nationalité ou d'un continent. D'accord. Alors, Oui. alors moi j'avais vu il y a quelques années, je crois que c'était il y a 7 ans, Mm. il y avait eu un article sur des bullshit jobs. Mhm. Alors, les bullshit jobs, c'était ces jobs que l'on considère non essentiels, pas importants, dont l'humanité pourrait se passer, Mm. voilà. Et parmi les premiers, il y avait la communication. Waouh. OK. Et pourquoi? Et parce qu'ils disaient que c'était non essentiel, on n'en a pas besoin. Tu n'as pas besoin d'un communicant tous les jours, tu as besoin d'un médecin, tu as besoin d'un agriculteur pour te. Voilà, tu as besoin d'un ingénieur, tu as besoin de. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce que l'on voit dans le monde, plus personne ne peut dire que la communication, c'est un bullshit job. J'avoue. Mm. Pourquoi? Parce que plus que jamais, il y a une crise des repères, une crise du sens à cause de la profusion, à cause de la multiplication, à cause de la frénésie, à cause de ce que j'appelle moi l'hystérisation, Mm. hein, de la communication et de la façon dont on échange. Mm. Et comment est-ce qu'on arrive à ne pas devenir fou s'il n'y a pas des communicants pour remettre en perspective, pour pour hiérarchiser, pour remettre de la forme sur du fond qui a du mal à remonter à la surface, pour paraphraser Victor Hugo. Donc voilà, moi c'est ça, et je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est que ce que nous faisons, c'est pas un bullshit job, c'est un job important, et c'est un job qui, avec les développements des réseaux sociaux, avec tout ce qui arrive, euh, l'intelligence artificielle, quoi, il y aura encore plus besoin euh, de, de, de ce fil d'Ariane pour arriver à sortir du labyrinthe Mm. des informations et de la massification. Voilà. Merci beaucoup. Mon approche va être un Oui, peu différente parce oui. que, justement, pour avoir fait annonceur et agence, Mm. surtout depuis mon retour au Gabon, je constatais un fait, c'est que c'est d'abord les managers en communication qui ont traité un peu cette image. En tout cas, pour ce que j'ai pu constater au Gabon. Tu crois? Il y a certains managers, en tout cas, qui Ça sont va dans. ouvrir Tu un crois? autre débat. Tu crois? Si, mais Ça va Tu ouvrir crois? un autre on a débat. Prisme. souvent, on a souvent pour les leaders. Laetitia, j'espère que tu as rajouté 1 heure, parce que là, Parce il que vient là, d'ouvrir ce Ça une que va tu porte. viens ouvrir de un dire autre là, débat. J'en ai Prisme. beaucoup à dire. Je Alors vous là, partage une expérience qui, aujourd'hui, au sein d'une organisation, décide, en tout cas, ouais. soutient le fait que dans une entreprise, on prenne un graphiste qui va s'occuper de toute la com de l'entreprise. Oui, 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 oui. Mm. Je suis Ouais, ouais. directeur de la communication, je suis à même de dire non, on est une marque, on est une entreprise, on doit avoir une agence conseil qui est censée nous accompagner sur une stratégie de marque, de communication, Mm. pas sur un visuel à poster sur Facebook. Donc, quand on entretient cela dans une organisation, effectivement, on arrive à convaincre le comité de direction ou bien tout le top management qu'effectivement, ben, vous êtes juste une fonction support. Il Mm. suffit d'un graphiste à côté qui va réfléchir à toute la campagne, en tout cas Mm. toute la stratégie de communication annuelle. Donc, moi, j'ai constaté cela et je me dis, cette auto-flagellation de certains managers en communication doit s'arrêter. Il Mm. faut justement qu'on arrive nous-mêmes à montrer notre importance. Quand tu réalises une campagne de communication qu'après, tu viens faire un bilan avec des chiffres, le digital aujourd'hui nous permet d'avoir des données sur les Oui. campagnes. Là, tu arrives à convaincre effectivement un top management sur la nécessité justement de faire de la communication une fonction stratégique. Mhm. Et franchement,
avoir vu comment s'organiser certaines entreprises, les communicants eux-mêmes ne sont pas les meilleurs ambassadeurs de leur métier, Ouais. pour certains. Non, je suis à la fois d'accord avec Chrisma, parce que c'est vrai, mais souvent j'ai envie de poser la question, tu parles desquels? Et puis moi, j'ai envie Et, de dire, où sont ils les viennent. CV? Tu Voilà, vois, parce que merci. C'est c'est la une question partie du film. d'expertise. Euh, Parce que je pense que quand tu as la bonne expertise, il y a des dérives dans lesquelles on ne va pas te retrouver. alors, je sais pas, je veux pas, parce qu'il faut pas qu'on ennuie Frédéric Non, non, avec, mais c'est passionnant. ce qui se passe à Libreville, c'est que euh, d'une certaine façon, tu as aussi des gens qui sont en responsabilité sur la communication, Mm. euh, qui sont arrivés là, mais alors vraiment, c'est parce qu'il fallait leur trouver un truc, quoi. Il Un fallait leur job. trouver un poste. Mm. Donc, des fois, on nous a mis les Desperate Housewives qui étaient là, bon, bah voilà. Ou des fois, on nous a mis le Bref, cousin. réfléchis bien tes exemples avant de Ah, les tu citer. glisses quand même. Je savais qu'il allait dire ça. Non, 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 mais non, non, mais il y a aussi, je sais, je Il y a taquine aussi un des peu. boys bands. Voilà, voilà. Et puis tu as le cousin dont il faut absolument qu'il s'occupe de quelque chose parce qu'il faut bien qu'il ait quelque chose à nourrir. Bon, écoute, tu sais écrire, hein, tu sais parler français, bah, on va te confier la fonction communication. Et puis, quand on refait l'organigramme, bon, lui, on ne sait pas trop où le mettre. Bon, on peut plus le mettre dans une activité essentielle de la boîte. Eh ben, bon, à la communication, ça va pas faire de mal, hein. Il peut pas faire vraiment beaucoup de dégâts. Tu vois, c'est pas comme il allait à la comptabilité alors que il connaît pas le plan comptable. Tu vois. Bon, il y a ça, il y a ça. Et puis il y a aussi les fonctionnaires du coin, c'est-à-dire que la personne qui fait petit travail tranquille et qui veut pas il veut surtout pas que ça bouge. Non mais regarde, ça fait 25 ans qu'on fait faire le rapport annuel par la même personne, ça fait 30 ans que le graphiste c'est le... Ok, mais ton graphiste là, tu sais qu'il sait pas se servir d'autre chose que de InDesign version je sais pas combien. Il s'est pas mis à jour. Il comprend pas les réseaux sociaux, il comprend pas. Il a même pas de page Facebook, il sait même pas ce que c'est. Donc on en a encore, et ce sont ceux-là qui font du mal. Parce que on a eu aussi des dirigeants qui ne comprenaient rien à la communication, mais on ne peut pas leur reprocher aussi, parce que ce n'est pas leur univers. Mais derrière, et je pense que c'est aussi une marque de leadership, hein, c'est de savoir s'entourer de compétences. Et tu as beaucoup de leaders qui, et je le voyais souvent, je l'ai vu dans un, ils t'appellent, c'est toi le communicant, ils t'appellent pour te dire ce qu'il faut faire. Tu dis, mais finalement, j'ai fait toutes ces études. Pourquoi? Puisque tu es capable de tout faire. Je dis, mais est-ce que ça te viendrait à l'idée d'aller voir le médecin et de lui dire, prescris-moi ça, voilà le diagnostic? Non. Mais moi, j'ai fait des études pour ça. Donc, à la limite, si tu n'es pas d'accord, tu me changes, tu vas prendre un autre communicant, mais tu vas quand même écouter le communicant. Parce que si tu m'appelles pour me dire ce que j'ai à faire, bon, c'est qu'il y a un problème. Donc, je ne sais pas si je suis clair sur ça, mais je pense que c'est quelque chose, c'est une frustration que beaucoup de communicants, alors que l'on soit en France, moi j'ai vu ça en France aussi, hein, parce que je travaillais un petit peu en France aussi. Tu as le maire de la collectivité, il m'appelle et me dit, Ike, bon, regarde, tu fais ça comme ça, et puis bon, on n'en parle plus, on est d'accord, hein? Et tu as envie de lui dire, non, mais c'est vraiment, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Il dit, mais non, regarde, c'est moi le maire, je sais. Bah non. Et en ça, je trouve par contre que les anglo-saxons, ils ont quelque chose de très important. Et c'est ce que je dis souvent quand tu vois des leaders politiques américains ou même des grands chefs d'entreprise. La dernière personne qui descend de la voiture avec lui, c'est son attaché de presse ou son PR, parce que c'est le gars le plus important pour lui. Hein, il est vraiment fondamental. Moi, je pense, tout ce que l'on a vu, scandale, Olivia Pope, elle a sauvé 4 fois les États-Unis et tout ça, mais c'est presque un rêve pour le communicant d'avoir autant d'influence, être aussi proche du décideur pour assumer avec lui les difficultés, mais aussi prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est fondamental pour nous aussi.
Alors, je termine en lisant Auxence, hein. Auxence est donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un professionnel de la communication également. Il est le DIRCOM de UBA, hein, la banque, ici au Gabon. Donc, Auxence nous dit, je le vis dans ma société, les anglo-saxons donnent une importance incroyable aux communicants. Donc, il rejoint ce que Heike disait tout à l'heure par rapport à l'approche entre les francophones et puis les anglophones. Donc, c'est exactement ça. Alors, tour de table. Donc, à quoi ressemblera la communication stratégique en Afrique dans les prochaines années, selon vous, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a observé? Je pense que je l'ai dit en répondant à une de tes questions, je disais que Mhm, il y a une certaine approche déjà de communiquer autrement que par le produit, par le commercial. Il y a une touche d'émotionnel, une touche d'expérience maintenant, surtout pour les multinationales, de pouvoir prendre la parole. Moi, je pense que la dynamique va vraiment se vulgariser auprès des petites et moyennes entreprises également mhm, pour amener justement la cible à ne pas que consommer le produit, mais à le vivre, à vivre la marque. Ce que je souhaite justement, c'est qu'il y ait cette approche de communication plus expérientielle, plus émotionnelle, cette approche aussi d'apporter à la communauté l'engagement dont parlait Dora. Donc et là, je vais faire un clin d'œil aux actions RSE, montrer mm, la place de l'entreprise qui est au service de sa communauté et qui n'est pas là que pour faire du chiffre d'affaires. C'est aussi une dynamique qui est déjà bien impulsée, mais voilà, je pense que oui. demain, ça va être ces piliers-là sur lesquels les marques et les entreprises vont se reposer pour prendre la parole et nourrir justement leur communication. Merci beaucoup, Chrisma. Totalement d'accord avec toi. Je pense qu'elle sera, enfin du moins je souhaite qu'elle soit plus intentionnelle, plus exigeante et beaucoup plus ancrée dans sa réalité locale. Donc c'est ce que je nous souhaite. Une Mhm, communication stratégique plus intentionnelle et mm, plus ancrée. Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je rajouterais authenticité. mhm, Je pense qu'il y a une forte demande et il y aura une mise en œuvre très forte de filtres d'authenticité. Il y aura ceux qui se révéleront tels qu'ils sont. Et puis, il y aura aussi euh, besoin de plus de clarté. Je pense que c'est fondamental aussi. Donc pour moi, authenticité et clarté seront les maîtres mots pour la communication de demain. mhm, Euh, on ne sera plus dans la multiplication, dans l'élargissement des espaces et des surfaces, comme on était à l'époque où on voulait mettre du 4 par 3 partout euh, pour être le plus visible, où on voulait mettre des bannières sur tous les sites internet pour avoir le plus Je pense que ce sera plus ça. On ne sera pas dans less is more, mais on mm, sera dans plus d'authenticité et plus de clarté. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir, parce que la quantité ne va pas baisser, hein. mm, Ça, c'est sûr. Donc, ce sera ça. Et pour les Africains, je pense qu'ils ont... euh, Il y a un mouvement quand même, hein. mm, Il y a des signaux faibles où les gens euh, veulent que on soit plus clair. Dis-nous clairement ce que tu es et ce que tu fais. mm, Alors, pendant longtemps, on a beaucoup évolué dans les zones grises, hein. L'ambiguïté était les marques, même les marques commerciales avaient un volet un peu institutionnel, c'est-à-dire que ce sont des entreprises, mais en fait, c'est un peu des petites fonctions publiques déguisées. mm, Euh, Vous aviez des institutions, mais qui sont quand même aussi un peu des business, hein. Donc, nous qui sommes africains, on a souvent été euh, au confluent, j'ai envie de dire, de ces logiques-là et de ces réalités-là. Et je pense que la clarté et l'authenticité sont fondamentales. d'accord. Merci beaucoup. Euh, Frédéric? Bien, moi, je pense que la question comporte probablement la réponse. À quoi ressemblera la communication stratégique dans les prochaines années? Eh bien, communiquer, c'est produire de l'intelligence, ce n'est pas fabriquer des outils. Et c'est pourquoi la communication, c'est une fonction stratégique et elle doit renforcer sa position de fonction stratégique et non de service support.
Ça a été évoqué en abordant les questions de leadership, de Mm. posture, de position de la communication dans les organisations, ce à quoi nous devons travailler, parce qu'elle ne va pas le devenir toute seule non plus, c'est aussi notre responsabilité de communicant, mais c'est de vraiment et définitivement faire de la communication une fonction stratégique. Ça ne concerne pas que l'Afrique, mais ça concerne aussi l'Afrique, et je pense on doit tous œuvrer dans cette direction. Et je voudrais dire aussi en complément qu'il ne faut pas oublier de regarder ailleurs, et notamment regarder du côté de l'Asie, où il se passe quelque chose de... Il y a une transformation sur la question de la communication, et notamment sur la question des marques, où on voit émerger des marques qui n'ont plus aucun storytelling, qui n'ont plus aucun environnement. On ne parle plus que de prix et de services. Et peut-être il va aussi y avoir deux façons de communiquer qui vont être parallèles désormais ou qui vont s'installer. Il n'y aura peut-être pas qu'une seule façon de communiquer ou d'aborder la marque ou d'aborder une stratégie de communication. Peut-être qu'il va y avoir une forme de multiplicité. C'est l'histoire qui nous le dira. Et Mm. j'ai aussi le sentiment que du côté de l'Asie, l'histoire est en train de changer et elle vient déjà nous impacter. Mais avant tout, fonction stratégique. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je rebondis pour terminer sur ce qui a été dit par chacun, notamment l'aspect d'authenticité, l'aspect de clarté, l'aspect d'intentionnel qui a été dit par Dora, Ike. Ça me fait penser à quelque chose parce que aujourd'hui, comme pour certains, vous le savez, je suis à la Banque mondiale et quand je suis arrivée ici, j'ai été très étonnée de voir comment la banque communique. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que moi, je suis venue de mon monde avec ma com institutionnelle classique, hein, on va dire traditionnelle. Et ici, j'étais choquée de ce qu'on ne me demande pas, effectivement, de faire ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis, là, je rejoins effectivement ce que vous avez dit. Ils ont une manière de communiquer qui est vraiment particulière. C'est-à-dire, eux, ils ne communiquent pas en disant, nous, la Banque mondiale, on fait ci, on fait ça. Non. Si vous observez bien la communication de la Banque mondiale, c'est jamais ça. Mais par contre, on est beaucoup plus dans ce style de communication où on va effectivement faire des blogs, on va faire des blogs qui racontent une histoire, où on raconte l'impact en fait du financement, par exemple, d'un projet dans tel ou tel village. On va laisser effectivement l'impact parler au travers de blogs plutôt qu'effectivement venir comme on le faisait habituellement et dire que oui, la Banque mondiale a financé ça. Voilà, c'est vraiment totalement différent. Donc, on est vraiment beaucoup plus en train d'aller dans ce style de communication où on s'attend à ce que les gens préfèrent effectivement avoir des communications qui sont axées sur l'authenticité, sur la clarté, sur tout ce qui est émotionnel, intentionnel, plutôt que ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis totalement alignée avec ça. Par contre, concernant ce que Frédéric a dit, j'irai regarder parce que du coup, je n'avais pas du tout observé ça et j'irai regarder pour ne pas dormir bête sur comment justement l'Asie a cette manière de communiquer. Je vais aller regarder. Merci beaucoup. Oui, Laetitia, ce n'est pas oui, l'Asie, ce sont certaines marques certaines émergentes marques, d'accord. qui, exactement le contraire de ce que tu viens d'expliquer sur la Banque Oui. mondiale, font totalement disparaître le storytelling, font Mhm. totalement disparaître l'émotion Oui, et ne communiquent que sur le nom, et le prix et le service, le prix et pardon. le service. Oui. Le prix et le service et rien d'autre. Mhm. Ce qui me paraît assez improbable, inenvisageable, mais c'est déjà une réalité. Et donc, Oui. c'est pour ça que je dis que je ne pense pas que ça va effacer nos façons de communiquer. Mhm. Et on a beaucoup développé justement des façons plus traditionnelles de communiquer. Mais Oui. peut-être qu'il va-t-il y avoir des modes de communication parallèles qui vont Parallèle. coexister, parce Oui. qu'assurément, ça fonctionne aussi, quoi. Mm. Ouais, et Tout ce à serait fait. très bien. J'aime bien quand la communication est riche Mm. et quand les manières de communiquer s'entrecroisent mais ne se ressemblent pas. Mhm. Ça va être fun, ça va être beaucoup plus fun pour nous les communicants. Oui, exactement. Donc voilà. Alors, je ne sais, je pense que il y a beaucoup de questions, mais je ne pense pas qu'on pourra y répondre maintenant. Il est déjà 17h20.
Je voudrais vraiment vous dire merci chaleureusement déjà à tous nos intervenants, Dora, Frédéric, Chrisma, Ike, pour la qualité de vos interventions. D'ailleurs, si vous regardez dans le chat, c'est exactement ce que je viens de dire. Les gens apprécient vos interventions, la qualité de vos interventions. Merci encore donc à tous les participants qui ont pris le temps de se connecter sur ce Zoom, malgré la contrainte de connexion tout à l'heure. Merci pour votre attention, mais surtout aussi pour votre engagement, parce que vous avez été nombreux à poser des questions, rebondir sur les différentes interventions et apporter aussi des contributions. Je voudrais vous donner rendez-vous très bientôt, je l'espère, avec d'autres professionnels de la communication du continent et d'ailleurs, pour pouvoir avoir notre prochaine conversation avec Webcoms Conversation. Je vous dis merci. Est-ce que un petit mot peut-être pour dire au revoir à tout le monde, chers experts? Alors oui, merci, mais en fait, je voudrais le dire, même si on l'a dit, mais je pense que c'est important dans l'environnement dans lequel on est, et c'est peut-être juste ma crainte que je suis en train d'exprimer, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de plus d'influenceurs lisibles. Mhm, On en a déjà beaucoup de visibles, et je dis ça parce que finalement, la visibilité attire, mais la lisibilité transforme. mhm. Ce dont on a besoin, donc ceux qui nous suivent, penser lisibilité plus que visibilité. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et pour ceux ou celles qui pouvaient avoir des questions à m'adresser et auxquelles on n'aura pas pu répondre, sachez que vous pouvez me les adresser sur LinkedIn, Instagram ou sur X. Mhm. Et c'est moi qui réponds et je répondrai à toutes les questions qui pourront m'être adressées. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Frédéric, pour ta disponibilité. Et vous avez entendu le message, n'hésitez pas à aller lui envoyer des inbox. Merci. Je voulais aussi dire merci. Merci parce que c'était un moment intéressant aussi. Et puis j'ai appris des choses, beaucoup Mm, de choses. Je voulais dire aussi que ça reste un sujet passionnant mm, et un sujet qu'on n'arrivera pas à épuiser. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura de la communication. mm, Enfin, des hommes et des femmes, mm. il y aura de la communication. Et tant qu'il y aura des institutions, il y aura des sujets de communication. Et je remercie tout le monde. J'ai pris plaisir à échanger avec ces hautes personnalités de la communication, avec, comme il a dit, depuis à présenter, on a longtemps collaboré ensemble, autant en agence que chez l'annonceur. Dora, moi avec qui c'est ma consoeur de premier rang. C'était très enrichissant, j'en ai appris également et j'invite aussi tout le monde à pouvoir justement, m'écrire sur mon LinkedIn. Et surtout, ne ratez pas le Procom, j'en profite un peu pour faire la promotion de ce premier événement de la Mm. communication au Gabon, Oui, la communication africaine d'ailleurs, qui a lieu le 2 avril à l'hôtel La Sablière. Les oui. inscriptions se font via un lien sur le compte LinkedIn de Procom. Vous qui avez été là, qui avez apprécié échanger avec nous, on peut continuer le débat autour du métier de la communication lors de ce forum. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, on va terminer en disant tous ensemble, la com est un métier. Je voudrais qu'on dise vraiment tous ensemble. Et dans les commentaires aussi, vous écrivez, la com est un métier. Je vous donne le top, d'accord? Je compte jusqu'à 3 et on dit tous ensemble, la com est un métier. On y va? Vous êtes prêts? On y va. Oui. 1, 2, 3. La La com com est est un un métier. métier. Merci. À Merci à bientôt. vous. Merci. Et on Merci, merci s'appelle. Laetitia. Merci. Merci infiniment.